c'est maintenant l'heure de l'interview éco. Que de changements, que de mouvements. Les grands instituts relèvent en ce moment leurs prévisions de croissance. Et je me tourne vers notre spécialiste Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Philippe Béchade, bonjour. Bonjour Viviane. Merci d'être notre invité. J'aimerais qu'on démarre sur les taux. On voit que les taux US, les taux courts, enfoncent un nouveau plancher historique. Le 1 an s'inscrit pour la première fois de l'histoire des marchés US à 0,605% au lendemain d'une baisse de 50 points de base. Effectivement, on voit un contexte qui est en train d'évoluer. Pour vous, vous voyez des opportunités. Quel est votre éclairage là-dessus ? Bon. Les taux courts aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils ne bougent pas. Bon, ce matin, je regardais, c'était autour de 0,03 pour le 1 an, 0,06 pour le 2 ans. Bon, tout le monde est bien convaincu que les taux ne vont pas bouger, les taux courts ne vont pas bouger probablement avant 2023. Ce qui a beaucoup, pas surpris, mais en tout cas beaucoup interpellé les investisseurs, c'est l'écart entre le taux court et le 10 ans et le 30 ans. Parce que là, on est sur des valeurs, je pense qu'il faut remonter à une décennie pour avoir un tel gap de 156, 157 points entre le taux le jour et le taux 10 ans, voire 2,25 pour le 30 ans. Donc allez, ça fait 220 points de base. Ces 220 points de base, c'est ni plus ni moins que le niveau d'inflation anticipé, on va dire, à 2 ou 3 ans. Donc, on va dire que l'anticipation d'inflation est la plus élevée qu'on ait connue probablement depuis les années 2007-2008, quand à l'époque on avait un baril de pétrole à $110. C'est le sujet en ce moment, les craintes inflationnistes, effectivement. Quel regard vous portez là-dessus ? Pour vous, c'est la crainte majeure. Elles vont se concrétiser ? Ces craintes inflationnistes. Alors, la crainte majeure, c'est la crainte que les taux longs s'installent durablement autour de 1,75, c'est-à-dire durablement au-dessus du rendement du S&P. Alors, je ne parle même pas du Nasdaq, parce que là, on est à peine à 1%, donc ça fait déjà longtemps que les taux longs sont passés au-dessus. Le S&P, c'est une référence qui est un peu plus parlante pour un gérant de portefeuille qui a un mix de value, de valeur croissance. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que les taux longs dérivent très au-delà de 1,75, puisqu'on semble quand même s'être accoutumé à 1,50. On a un S&P qui finalement est même pas 1,5% de son record. Le Dow Jones en bat encore des records jour après jour, donc il s'accommode très très bien de taux un peu plus élevés, des taux plus élevés qui correspondent, c'est vrai, à un choix véritablement politique. C'est que on est dans un trend reflationniste et le jeu de Jérôme Powell consiste à faire comme si pour les 2 prochaines années, les marchés ne devaient absolument pas s'en préoccuper. Et après, de toute façon, rassurez-vous, on saura faire. Et surtout, on comprend que la Fed voudra rester de toute façon, comme on dit, behind the wheel, à la traîne de l'inflation, c'est-à-dire maintiendra un taux d'argent qui est négatif. Si on a, par exemple, 2,50 d'inflation, on aura 2 ou 2,25 de taux, donc on sera toujours, effectivement, en rendement négatif. C'est ça que le marché veut. Il veut que l'argent soit gratuit, voire même être payé pour investir. Et donc pour l'instant, tout va bien. La seule chose, c'est que si l'inflation d'un seul coup se met à grimper beaucoup plus vite que 2,75, 3%, là, il y aura un choc. Mais on a encore un peu de temps. Du point de vue européen, c'est pas exactement la même chose. On attend cette semaine, c'est l'actu de cette semaine, mais la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE jeudi, avec, on espère, une communication claire de la Banque centrale. Pour vous, l'équation, vous la résumez à quoi du point de vue européen ? Vous vous attendez à quoi ? Alors, il y a deux sujets. La BCE doit évidemment renouveler son discours sur le fait qu'effectivement la menace inflationniste, elle est vraiment pas pour maintenant.
Là, la BCE vient d'injecter beaucoup d'argent, hein, et je pense qu'elle est pratiquement actuellement un peu au maximum. Donc, ce qu'elle peut faire pour rassurer encore un peu plus, c'est de dire on peut se servir du PEPP, Purchase Program, de Emergency Purchase Program, pour vraiment ancrer la courbe de taux, la maintenir la plus plate possible, maintenir effectivement l'écart faible entre le taux 1 mois qui est à moins 0,65 et le taux jour le jour, enfin le taux 10 ans qui est 60 points de base au-dessus. Donc il ne faudrait pas qu'on ait comme aux États-Unis à ce coup 150 points de base. Donc maintenir ça et en même temps s'arranger pour que l'euro ne gagne pas non plus de terrain face au dollar. Alors actuellement c'est assez facile puisque le dollar il est soutenu par justement une rémunération de 1,55, 1,60 et l'euro, quand on regarde le Bund, on est toujours à moins 0,30, moins 0,33. Donc pour l'instant il n'y a pas de raison que l'euro monte. Mais il ne faudrait pas que effectivement d'un seul coup on ait une trop forte hausse de l'euro. Alors ça aurait un avantage, c'est que quelque part là on anticiperait absolument plus d'inflation, puisque si le pouvoir d'achat de l'euro augmente, là on est clair, il n'y aura pas d'inflation, mais il y aura également peut-être moins de croissance. Voilà. Et c'est vrai que le différentiel de croissance entre l'Europe et les États-Unis, on est en train de nous dire qu'aux États-Unis, on va peut-être aller à 7% de croissance, que les États-Unis seront peut-être devant la Chine en 2021. En Europe, je ne sais pas quand est-ce qu'on retrouve un rythme normal, mais probablement pas avant les déconfinements ou à la fin des déconfinements. Autrement dit, ça nous envoie probablement à mai et au-delà. Que pensez-vous de la flambée des matières premières? On voit que, outre le pétrole, les semi-conducteurs, la quasi-totalité des prix des métaux et produits agricoles sont à la hausse. Alors c'est sûr que le redémarrage de la Chine ne doit pas être complètement étranger. Ça a beaucoup d'impact, hein. Ah oui, la hausse des soft commodities, c'est-à-dire céréales, etc., elle est déjà entamée depuis pratiquement début 2020. Hein. Ça commence à poser des problèmes à des pays émergents, parce que là, je suis pas convaincu qu'on ne reverra pas des émeutes de la faim comme on l'avait vu en 2008 quand tout le monde spéculait nos limites sur toutes les commodities, y compris donc les céréales. Donc nous, évidemment, vu des États-Unis ou vu de l'Europe, on se dit ça va peut-être impacter un petit peu la mesure core de l'inflation. Non, mais dans des pays émergents, c'est un vrai souci. Pour l'Inde, ça sera un vrai souci. Pour l'Égypte, pour des pays africains, là, c'est quelque chose qui est problématique, qui est socialement déstabilisant. Voilà. Donc nous d'ici, ça nous parle peu, mais voilà, faut penser que ça aura des conséquences. En ce qui concerne les métaux industriels, les matières premières, l'énergie, c'est vrai que l'année 2020 se termine en boulet de canon avec un doublement du cuivre, un doublement du platine, le blé aussi. Le blé, alors ça revient aux soft commodities. On est à 80% de hausse sur le nickel, etc. Mais attention, on part du mois de mars sur des niveaux historiquement les plus bas qu'on ait jamais connus, et à tous les niveaux, c'est-à-dire historiquement très bas, c'est-à-dire que par rapport au prix médian de la décennie, on était au plus bas sur les matières premières, et par rapport aux actions, alors là, c'est quelque chose de carrément jamais vu depuis le début des années 60. L'écart est absolument gigantesque. Donc on se dit, tiens, il y a eu vraiment une reflation sur les matières premières en 2020. Oui, par rapport au plus bas, ça fait 80-100%. 80, c'est la moyenne de la hausse des matières premières entre fin mars et, on va dire, fin février 2021. Mais ce qu'on regarde, c'est où étaient les matières premières en février 2020, c'est-à-dire avant que tout plonge. Alors là, on se dit, c'est pas si terrible que ça. Si, quand on regarde les prix de l'acier, quand on regarde le prix du cuivre, on est quand même très au-delà des prix d'avant
la crise. Donc on va nous dire oui, l'effet de base, tout ça, c'est normal, mais non, non, non. On a bien une appréciation des matières premières par rapport au niveau d'avant-crise. Donc on est bien là dans une tendance reflationniste, donc deux solutions. Soit les entreprises répercutent les coûts et on a effectivement un début d'inflation, soit elles ne les répercutent pas, et à ce moment-là, c'est un souci sur les marges. Le souci sur les marges, ça vous êtes sûr que c'est quelque chose que la bourse n'aime pas. Merci beaucoup Philippe Béchat, c'est très clair, il est rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, vous pouvez le lire régulièrement, mais surtout l'entendre sur notre plateau. Merci de votre visite, merci de nous avoir suivis. On va faire un petit point de la séance à la Bourse de Paris dans un instant, après une petite page de publicité. Merci à vous.